Concernant maintenant Maurice Genevoix, eh bien Maurice Genevoix lui aussi va rentrer dans cette bataille le 25 avril 1915. Pour en parler, nous allons d'abord nous diriger sur son cantonnement de nuit qu'il passa dans la nuit du 24 au 25 avril, au nord de Mouilly, dans la lisière des bois de Sceaux. Alors, pour faire face à cette poussée allemande du 24 avril, l'état-major français, donc, va faire en sorte de la contenir. Pour la contenir, il va avoir recours aux régiments qui sont actuellement en repos, un repos bien mérité suite à la conquête donc de la crête des Éparges, notamment le régiment, le 106e régiment d'infanterie où sert le lieutenant Maurice Genevoix. Il est en repos à Dieu avec son unité. Le 24 avril, il est mis en alerte avec le 132e régiment d'infanterie qui lui arrive plus tôt que lui sur les lieux. Ce régiment va progresser à pied, bien sûr. De Dieu, il va rejoindre Rupt-en-Wavre. De Rupt-en-Wavre, il va rejoindre Mouilly. Et c'est au village de Mouilly, à quelques kilomètres d'ici, de notre position, que le colonel Barjonnet, commandant le 106e RI, va détacher la 5e compagnie commandée par le lieutenant Genevoix, qui est promu depuis pas très longtemps, et aussi par le capitaine Prat, qui commande la 8e compagnie. Ces deux compagnies vont être mises à contribution avec le 54e RI pour les renforcer. Donc ils vont être pris sous la coupe du colonel commandant le 54e régiment d'infanterie. Et ils viennent au soir du 24, donc s'installer dans ce secteur pour y cantonner une bonne partie de la nuit. Nous sommes à proximité des taillis de Sceaux, donc nous sommes en lisière actuellement. À 5 heures du matin, Genevoix reçoit l'ordre de faire mouvement en direction de la tranchée de la Calonne, où il va progresser à travers bois jusqu'à rejoindre la côte 340 dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il s'installera en défensive, prêt à répondre au moindre coup de boutoir de l'offensive allemande. Alors la 5e compagnie et la 8e arrivent de concert à ce carrefour juste derrière moi, continuent quelque peu sur le chemin de relève que vous avez face à moi et vont pénétrer dans cette grande zone boisée qui n'a plus rien à voir avec la zone boisée de l'époque où le bois était, ou la forêt, disons, était complètement déchiquetée. Et ils vont progresser jusqu'à rejoindre les éléments du 54e RI et ceux du 301e RI qui tient, lui, la côte 340 avec déjà en œuvre le 12e régiment de chasseurs. Alors nous sommes au carrefour de la route Saint-Rémy-la-Calonne et Mouilly, qui est l'axe principal d'ailleurs, reliant ces deux petits villages, et à proximité de la fameuse côte 381 dont je vous ai parlé précédemment. Derrière moi, la stèle mémorisant le glorieux comportement du 54e régiment d'infanterie sur ce secteur, qui, avec le 87e régiment d'infanterie et le 173e régiment d'infanterie, qui lui est au bois Loclon un peu plus loin, qui défendait ce secteur contre les assauts répétés du 164e régiment d'infanterie allemand et du 148e régiment d'infanterie également allemand. Et c'est d'ailleurs pour cela que le 54e régiment d'infanterie manquait de moyens, d'où l'arrivée des deux compagnies, donc du 106e régiment d'infanterie que je vous ai cité tout à l'heure, la 5e et la 8e, pour combler le vide entre ce secteur-là et la côte 340 tenue donc par le 301e régiment d'infanterie.
Alors Maurice Genevoix, avec sa 5e compagnie et la 8e, donc qui progressent ensemble dans cette zone boisée face à moi. D'ailleurs, la cabane de chasse actuelle, bien sûr, n'existait pas. Traverse, disons, ce petit carrefour de Léon et s'engage dans celui-ci pour aller vers la côte 340. Alors les deux compagnies, la 5e et la 8e, donc arrivent vers 7 heures du matin et vont s'installer dans cette zone en deçà de la côte 340 que nous avons pas très loin sur notre droite, donc à quelques centaines de mètres, où se situe le fortin qui est encore tenu par les Français, mais qui sera pris en soirée par les assauts fulgurants du 73e fusilier. Alors Maurice Genevoix donc, va installer ses troupes en ligne, notamment également avec des éléments du 301e régiment d'infanterie, où il va faire creuser, donc non pas une tranchée car ils n'auront guère le temps, mais disons un espèce de boyau, du moins pour se protéger. Vers 13 heures, il fait donc le tour de sa compagnie pour voir si tout le monde est bien installé, prêt à riposter, où il va donner donc ses consignes, car les Allemands arrivent dans le secteur. Il fait la jonction avec le capitaine Prat et donc discutent tous les deux de la stratégie à mettre en œuvre pour contenir la troupe qui arrive sur eux. D'ailleurs, il y a des estafettes allemandes, donc à cheval, qui viennent déjà recueillir quelques renseignements pour savoir où se trouvent les Français. Et ils repartent vite fait. Donc, les Allemands s'attendent à avoir de la résistance ici, dans ce secteur. Genevoix va donner ses ordres debout. Il n'a pas peur, Genevoix. Il est maître de sa personne. Il n'y a que Dieu au-dessus de lui qui peut lui dire « couche-toi, mon brave ». Alors, un de ses soldats, qui se nomme Fanechon, qui lui observe très bien ce qui se passe devant lui signale « Mon lieutenant, abritez-vous, couchez-vous, ils sont dans une trouée, ils vous voient ». Et d'un seul coup, un choc l'atteint au bras gauche. Il tombe à genoux. Il se demande ce qui lui arrive. C'est pas possible. À peine eut-il dit quelques mots qu'une deuxième balle arrive au même bras gauche. Il n'a pas le temps de se ressaisir. Il commence, je ne veux pas dire à délirer, mais il se demande ce qui se passe. Et une troisième balle l'atteint à la poitrine, près de l'aisselle gauche. Là, il se dit, oh là là, c'est fini pour moi, la guerre, je crois qu'elle est terminée. Alors, je vais vous lire un extrait du livre Les Éparges, où il raconte cette blessure. C'est à la page 853 de son ouvrage « Ceux de 14 ». Des hommes du 301e se couchent parmi les nôtres et creusent. Le boyau qui monte vers la colline en est plein. Ont-ils perdu le sommet? Le tiennent-ils toujours? Je n'ai pas vu descendre leur colonel. À mes pieds, un râle se traîne. Un Allemand est étendu là, un sous-officier allongé dans une toile de tente qu'on a repliée sur son corps. Ce gargouillement, une balle dans la poitrine. Oui, ont-ils donc avancé jusqu'ici? Celui-là est tout seul. Un piqué, il a dit qu'il voulait la croix de fer. Une rafale d'obus dégringole, une autre encore, et la fusillade reprend. Datz me parle, et déjà à cause du vacarme,
il est obligé de crier. Tu peux retourner au centre, je réponds de mon coin, que je sache seulement où tu es. Encore une fois, je parcours la ligne d'un bout à l'autre. À tous mes tirailleurs, je redis les mêmes phrases en passant. Laissez-les tirer. Abritez-vous d'abord. Le bois est clair. S'ils avancent, vous les verrez. Attendez de les voir pour tirer. Ne gaspillez pas vos cartouches. J'atteins la droite, reviens vers le centre. À quelques pas du jeune soldat mort, deux hommes vers qui je marche se retournent. Ils me font signe de leurs mains, vivement abaissées. « Abritez-vous ! Je suis tout près d'eux !» Je leur crie. « Mais qu'est-ce qu'il y a ? Baissez-vous ! Il y a une trouée, ils voient !» Trop tard. Je suis tombé un genou à terre, dur et sec. Un choc a heurté mon bras gauche. Il est derrière moi. Il saigne à flot saccadé. Je voudrais le ramener à mon flanc. Je ne peux pas. Je voudrais me lever. Je ne peux pas. Mon bras, que je regarde, tressaute au choc d'une deuxième balle et saigne par un autre trou. Mon genou pèse sur le sol comme si mon corps était de plomb. Ma tête s'incline et sous mes yeux, un lambeau d'étoffe saute au choc d'une troisième balle. Stupide, je vois sur ma poitrine, à gauche, près de l'aisselle, un profond sillon de chair rouge. À l'issue de ces trois blessures, ces hommes, dont Fanechon, qui l'a prévenu de s'abriter, se dépêchent pour le tirer vers l'arrière et de confectionner une civière, disons, ou plutôt un brancard de circonstance, avec une toile de tente et deux rondins de bois qu'ils entourent pour le porter à travers bois jusqu'à un premier poste de secours où il recevra de la part d'un major du service sanitaire, donc dépêché sur place, les premiers soins, avant d'être transféré à nouveau encore vers l'arrière sur cette fameuse toile de tente tenue toujours par ces mêmes brancardiers de fortune jusqu'au carrefour où je vous ai montré tout à l'heure, le carrefour du chemin de relève, Mouilly-les-Éparges. Et là, il va être mis sur une carriole. Cette carriole va être poussée jusqu'à Mouilly, où là, il recevra également, dans cette ambulance qui est dans ce village de Mouilly, quelques soins plus appropriés. À l'issue, il sera transféré sur Rupt, où là, c'est vraiment les soins sérieux qui lui seront donnés. À l'issue, il sera transporté par camion jusqu'à la gare de Verdun, car il devait être évacué. Il arrive à la gare de Verdun, donc vers 11h, 11h30 du soir, alors qu'il a été blessé vers 13h30. Le médecin-chef donc, de l'ambulance de triage à la gare de Verdun vient l'examiner, lui dit « Mon gars, tu es inévacuable ». Il le dirige à nouveau vers un hôpital militaire qui se trouve être le collège Buvigné actuel. Là où il sera vraiment opéré, et c'est là qu'il prononcera ces paroles « Pour moi, la guerre est terminée ». Alors à l'issue, Maurice donc partira en hôpital à Vittel, dans les Vosges. De Vittel, il rejoindra Dijon et puis Bourges en convalescence. Le restant de sa convalescence, il regagnera sa maison familiale à Châteauneuf-sur-Loire, où il sera déjà sollicité pour écrire un livre sur ce qu'il vient de vivre, où il sera sollicité par son professeur, justement, de français, qui se nomme être Dupuis, qu'il avait à l'école normale, un normalien bien sûr, qui l'incite à écrire ce qu'il a vécu. Vous connaissez la suite. Le voilà. Ces volumes, en un seul, qui sortira en 1949, ceux de 14. Bien, pour terminer ce dernier volet sur le secteur des Éparges,
notamment avec les blessures de Genevoix et de Junger, je vous présente 3 livres incontournables qu'il faut lire absolument si vous vous intéressez à ces 2 hommes-là. Je vous présente ceux de 14, donc une compilation de ces 5 livres qu'il a écrits à compter de 1916, regroupés en un seul volume, donc sorti en 1949, ceux de 14. Je rappelle que le premier livre, qui s'intitule « Sous Verdun », a été dédié à son grand ami Robert Porchon, tué le 20 février et qui est inhumé au cimetière du Trottoir aux Éparges. Le second livre à vous procurer, c'est « Orage d'acier » de Ernst Junger, qui lui aussi raconte son témoignage, son vécu durant ces 4 années de tourmente, où il fut blessé 14 fois, dont 6 fois grièvement. Il terminera la guerre, finalement, au mois d'août 1918, par une sérieuse blessure à la tête. Et il sera déclaré inapte et ne reprendra jamais les armes, sauf pour la Deuxième Guerre mondiale, où là, passé capitaine, il refera encore l'invasion de la France. Mais là n'est pas le sujet. Et puis, un livre également incontournable qui fait le parallèle et la comparaison entre ces 2 brillants écrivains et ces 2 brillants combattants. Je nomme Bernard Maris, qui a sorti en 2013 « L'homme dans la guerre » et qui justement a trouvé donc la façon de décrire ces 2 grands écrivains selon ce qu'ils avaient déjà vécu auparavant. Bernard Maris n'est autre que le gendre de Maurice Genevoix, car il a épousé sa fille Sylvie. Sylvie qui, bien sûr, est venue en pèlerinage en 2011 et j'ai eu l'honneur de la côtoyer, notamment sur la Vaud-Marie et bien sûr sur le site des Épages. Alors, L'homme dans la guerre de Bernard Maris, il décrit Maurice de Genevoix comme le défendeur incontournable de la patrie et il décrit donc Ernst Junger comme l'envahisseur, disons, sans remords, sans regret, qui, lui, exécute les ordres et bien sûr n'économise pas pour autant les siens. D'ailleurs, il parle de Ernst Junger, qu'il est finalement un lansquenet. Qu'est-ce qu'un lansquenet? C'est un mercenaire germanique qui a sévi beaucoup au XVIe et au XVIIe siècle. Ces mercenaires de langue allemande étaient réputés car ils servaient dans pas mal de troupes européennes, mais ils étaient réputés pour leur efficacité au combat, mais aussi pour leur brutalité, ce qu'il décrit aussi de Ernst Junger. Alors Bernard Maris, c'est un journaliste économique qui était chroniqueur sur la 6 et il participait à l'émission « C'est à vous ». Il a été tué lors de l'attentat au siège de Charlie Hebdo à Paris en janvier 2015. Concernant Maurice Genevoix, de son vivant, il n'a jamais voulu rencontrer Ernst Junger, qui lui l'a sollicité à plusieurs reprises. Chers amis, j'en ai terminé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.